Donc, podcast, on lance. Premier épisode, le thème c'est « Pourquoi je n'aime pas BMW ?» Pourquoi je déteste les BMW. Voilà, thème de troll, mais ça me tenait à cœur. Les BMW. Alors, avant toute chose, je ne dis pas que les BMW sont de mauvaises motos. En tout cas, pas toutes. Je dis juste que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ni en tant que pilote, ni en tant que mécanicien, ni pour plein d'autres raisons. Et on va en parler. Mais putain, ça me fait marrer parce que j'imagine tous les pro BM que j'ai souvent dans les commentaires qui vont lancer le podcast et qui vont m'entendre directement. Ah, les BMW, c'est de la merde. Donc voilà, je dis pas que les BMW, c'est de la merde. Je dis que moi, je n'aime pas. Voilà, ce ne sont pas des mauvaises motos pour la plupart. Ce serait même plutôt le contraire. Ça n'empêche que je n'aime pas ça. Alors, deuxième petit point important à préciser, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les BMW. J'en ai essayé beaucoup avec mon métier, mais je les ai pas toutes eues entre les mains, j'ai pas eu toutes les versions de toutes les années. Il y a des modèles que je connais pas, je sais pas, tu vois, je pense à je crois que c'est une 300 et quelques, une GS 310 ou je sais pas quoi là. C'est une petite cylindrée de chez BMW que je connais pas du tout. Alors, on va faire ça en trois points, trois gros points. Le premier point, c'est je vais parler de la moto en tant que pilote en général. Pourquoi est-ce que j'aime pas ça ? Ensuite, je vais parler de la marque et des concessions. Et pour le dernier point qui sera le plus long, c'est je vais parler de la mécanique parce que je suis mécanicien. Vous êtes sur un podcast et vous suivez quelqu'un qui est orienté mécanique quand même. Je suis pas essayeur moto, quoi. Je suis mécanicien. Et voilà. Et ce sera le point le plus long. C'est là où j'ai le plus de choses à dire. Donc, la moto. Un des premiers trucs qui va me déranger, c'est l'esthétique. On va pas se mentir, voilà. Visuellement, BMW, ça me parle pas des masses. Tu vois, une RT, alors c'est pas la seule marque, hein, tu vois, je trouve que une RT 1250, c'est au moins aussi moche qu'une Honda 1100 NT. Tu vois, il y a pas de souci. Je dis pas que c'est les plus moches. Ce sont des catégories de motos, généralement les routières, qui me plaisent pas. Ensuite, leurs roadsters, je les trouve à gerber. Là vraiment, c'est quasiment unanime. Hein. J'aimais bien la S1000RR à l'époque où elle avait encore les feux dissymétriques. Ça, j'aimais beaucoup. Honnêtement, je trouvais que ça lui donnait un look d'enfer. D'ailleurs, c'est une marque, c'est une signature visuelle que je trouvais vraiment géniale chez BMW. Vous voyez, je commence déjà par des trucs sympas sur le BMW. Je trouvais que cette signature visuelle des phares asymétriques était vraiment cool. Que ce soit sur les GS, sur toutes les motos, je trouve, bon, il y avait pas ça sur les RT, les K1600, les trucs comme ça, mais sur les Roadsters, et sur la S1000RR, je trouvais ça super cool. Vraiment, le gros phare et l'autre effilé, super stylé. Là, ils l'ont enlevé sur les dernières versions, je trouve ça très très dommage. Mais sinon, je m'égare déjà. Sinon, esthétiquement, voilà, ce sont des motos qui me plaisent pas. Et la GS, par exemple, je trouve qu'elle est réussie dans son style. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un style, je sais pas, baroudeur industriel allemand, tu vois. C'est une moto qui fait très Rammstein, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça me plaît pas des masses. Je suis un grand fan de Rammstein, c'est mon groupe préféré, mais ça me plaît vraiment pas des masses. Donc voilà, ça c'est pour l'esthétique, on est sur des motos qui me parlent pas du tout. À part les anciennes S1000RR, je n'ai jamais vu une BMW. Enfin, je me suis jamais dit « Waouh, qu'elle est belle » en voyant une BMW. Jamais. Ensuite, les prix, les tarifs. Les tarifs sont ahurissants chez BMW. Alors là, je parle du tarif de la moto. On abordera après tout ce qui est options, concessions, entretien, etc. Les tarifs des motos, par rapport à ce qu'elles offrent, je trouve les motos sont surcotées. C'est-à-dire que tu payes plus une marque qu'une réelle qualité, que des réelles performances, qu'un réel travail de design. C'est mon avis, c'est pas la seule marque qui fait ça, hein, mais je trouve que les tarifs sont absolument exagérés. Ce qui les rend encore moins attractifs pour moi. Après, ce sont des motos qui décodent très peu, puis t'y perds pas trop, bon. Ensuite, voilà, dans les trucs qui me plaisent pas sur la moto en elle-même, ça va être en tant que pilote. Il va y avoir des petits détails. Celui-là, pour ceux qui ont déjà roulé des BM, alors je crois qu'ils ont changé, c'est plus comme ça sur les toutes dernières, c'est les clignotants. C'est quoi le concept ? Alors, c'est pas les seuls, Harley fait ça aussi. T'as 3 boutons pour les clignotants. Et c'est pas des petits boutons, hein. C'est des méga boutons de sa race qui prennent une place folle dans l'espace visuel, sous tes doigts, etc. Une place qui sert à rien, qui c'est moche. T'as 3 gros boutons pour ceux qui connaissent pas BMW. En tout cas, les anciennes GS, les anciennes RT. Tu as un bouton pour le clignotant droit, un bouton pour le clignotant gauche et un bouton pour les arrêter. Et si tu veux mettre les warnings, je crois qu'il faut appuyer sur les deux en même temps. Enfin bref. Et c'est des boutons qui font 5-6 cm de large sur 2-3 cm de haut. C'est des trucs énormes, c'est ahurissant. C'est pas intuitif, surtout quand tous les autres ne font pas comme ça. Voilà. Moi, ça fait partie des trucs qui me saoulent quand je monte sur une BMW. Ensuite, il y a le télé-lever.
Le télé-lever, je sais que c'est très apprécié. Alors, le télé-lever, le but, c'est de gommer les irrégularités de la route. Pour ceux qui ne connaissent pas le télé-lever, c'est un mono-amortisseur à l'avant. C'est-à-dire que la fourche est juste là pour tenir la roue. C'est pas la fourche qui fait office d'amortisseur. C'est un amortisseur comme celui que tu as à l'arrière. Et là, c'est ultra efficace. C'est-à-dire que ce pourquoi il est fait est très efficace. Mais moi, j'aime pas. Donc, c'est efficace, ça gomme parfaitement les irrégularités de la route. Tu sens pas les petits problèmes, enfin les aspérités dans le bitume, etc. C'est impressionnant de confort. Mais moi, en tant que pilote, j'ai envie de ressentir la route un minimum, ne serait-ce que par sécurité. Sentir que là, je suis plus sur un truc gravillonneux, je suis plus sur un truc avec plus d'aspérité, donc potentiellement avec plus de risque de décrochage si je commence à accélérer en virage, etc. Le télé-lever te gomme tellement ça que tu ne sens plus ton train avant, tu sens plus ton pneu, tu vas pas le sentir, tu vas pas sentir quand tu vas arriver à la limite de ton pneu, tu vas pas sentir s'il y a des problèmes sur la route. En revanche, effectivement, quand tu es à la recherche, quand tu es un client avec un profil très routier et que tu es juste à la recherche de confort, c'est parfait. Alors là, je peux pas dire le contraire, c'est ultra efficace. Et une dernière chose avec les télé-levers, je trouve que c'est pas efficace en mode attaque. C'est-à-dire quand tu veux harcouiller, quand tu viens prendre les freins, ton avant s'enfonce pas autant en tout cas qu'avec une fourche classique, et t'as pas le transfert de masse qui te permet de faire basculer une moto beaucoup plus vite sur l'angle. C'est mon ressenti. Attention, il y a des mecs qui roulent mieux que moi et qui vont me pourrir alors qu'eux, ils ont une GS télé-lever et moi j'ai une multistrada, tu vois, avec fourche conventionnelle. C'est pas une question de niveau, c'est moi mon ressenti. Je préfère harcouiller avec une moto sans télé-lever qu'une moto avec télé-lever. Je suis plus à l'aise, je trouve que mon virage est plus efficace, il est plus, je le prends mieux, etc., etc. Et pour finir, les moteurs chez BMW. Alors, j'aime bien le flat twin. Voilà, je dis encore un truc cool sur BMW. J'aime bien le flat twin, c'est un moteur qui a du caractère. Alors, je préférais le 1200 au 1250. Je trouvais que le 1200 avait plus de caractère. Le 1250 est très bien aussi. J'ai pas essayé le 1300 encore. J'aime beaucoup ce moteur flat twin. Déjà, esthétiquement, bon, il fait vieillot, mais esthétiquement, il y a quelque chose à voir, tu vois. T'es pas sur un bicylindre parallèle qui est caché, etc. T'as du moteur. En tant que mécanicien, j'aime voir le moteur. Je trouve ça beau. Et en plus, voilà, c'est un moteur qui est coupleux, qui vibre, qui est pas non plus rugueux, comme peut l'être une Ducati par exemple. C'est un moteur qui offre vraiment des sensations. C'est-à-dire ça vibre, c'est cool, le bruit est sympa, etc. J'aime beaucoup ce moteur, honnêtement. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser. Le problème, c'est que j'aime pas les motos qui sont construites autour. En revanche, je déteste les biparallèles de chez BMW. Je trouve que c'est les moteurs les plus chiants de l'univers. C'est-à-dire que c'est la mort du fun. J'en ai déjà parlé. Tout ce qui est les F900, F800, 850, je trouve que ce sont des motos, c'est chiant à crever. Alors, je dis pas que ce sont des mauvaises motos. Elles sont généralement assez fiables, elles font le taf, mais pour moi, c'est des utilitaires, quoi. C'est un Kangoo, je veux dire, tu ressens rien. Si le moteur vibre pas, il y a pas de puissance, il y a pas de couple. T'as un délai entre le mouvement que tu mets à la poignée et ce qui se passe réellement, c'est absolument chiant comme la mort. Et puis de toute façon, il se passe rien. Donc, pour le peu qui se passe, c'est absolument chiant. C'est ultra linéaire. Vraiment, ce sont des moteurs que je déteste dans le sens où je n'ai aucun plaisir à les conduire. Mais vraiment, moi, si j'avais commencé la moto avec un moteur comme ça, j'aurais arrêté la moto. J'aurais dit, c'est chiant la moto, quoi. Il y a aucun intérêt. Et vraiment, alors il y en a qui aiment bien ces motos, il y a pas de souci. Moi, voilà, c'est mon avis sur ce type de moteur que je trouve incroyablement chiant. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de pourquoi j'aime pas BMW, pourquoi j'aime pas les motos BMW. Ensuite, on va parler de la marque. Donc la marque, ce qui me pose un problème chez BMW avec la marque, c'est son image. Quand tu achètes une BMW, en tout cas dans les grandes villes, région parisienne, Bordeaux, Lyon, tu vois, t'achètes pas une BMW parce que t'es passionné par la marque, t'achètes une BMW parce que t'achètes un statut social. C'est un classique, on dit oui, c'est la moto du dentiste, c'est la moto du notaire, etc. C'est vrai, en fait. C'est vrai à tellement de pourcents, c'est impressionnant, quoi. C'est une moto, tu achètes un statut social. Tous les mecs là qui font le tour du périph' parisien avec leur GS là pour aller au travail, qui l'ont pas acheté pour aller à l'aventure, etc., pour voyager loin ou quoi. Je dis pas qu'ils vont pas le faire une fois ou deux, mais le but principal de leur GS, c'est d'aller au boulot, de prendre le périph'. En fait, ces gens-là, ils auraient été aussi bien sur un T-Max, tu vois, 500, 400, je sais pas ce que c'est comme cylindrée, les scooters là. Ils auraient été aussi bien sur un T-Max. Seulement, c'est le T-Max, ça fait pas stylé. En tout cas,
ça fait pas, c'est pas leur rang social en fait. Si un jour il y a une marque qui sort un scooter un peu luxe, bah d'ailleurs BMW l'a fait et ce scooter il a marché chez la même classe de personnes, j'ai envie de te dire. Le 125 avec un toit là. Et en fait voilà, ce sont des gens qui achètent une moto avec la marque, le statut social, l'aura qui va avec. Pas tant l'aura genre Deutsche Qualität, fiabilité ou quoi, vraiment le côté je roule sur une moto BMW, c'est du haut de gamme, j'ai les moyens de me payer du haut de gamme. Donc moi c'est un truc qui me dérange. Alors après tu vas me dire moi je suis fan de Ducati, j'achète une Ducati, j'achète le côté les Ducati c'est puissant, les Ducati c'est machin, alors qu'au final bah une Ducati si tu sais pas l'utiliser, c'est pas plus je veux dire tu te fais déposer par des Honda CB500, y a pas de souci. C'est pas faux, mais je suis une mauvaise foi, je suis motard. Mais voilà, moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop le profil de certains acheteurs BMW. Alors c'est pas le profil que j'ai ici. Moi ici je suis à la campagne. Les gens ici dans mon coin qui roulent par exemple sur des RT, c'est des très très gros rouleurs généralement. J'en ai un il fait de l'accompagnement de comment on appelle ça, escorte de camion là, Tour de France, ce genre de choses. Donc il en est à sa 3e ou 4e RT. J'en ai un autre, il roule le gars, il va à Paris, il va machin pour son travail. Il fait des bornes et des bornes. Il a passé 2 RT et une K1600 GTL, voilà. Et mes clients qui roulent en GS, bah nous on est à côté, moi je suis à la frontière, pas loin de l'Espagne. J'ai mes clients, ils vont quand même faire les Bardenas, rouler dans l'école. Nous on a des pistes de tout terrain, en veux-tu en voilà dans le coin. Donc généralement mes clients ils les utilisent. Ceux qui achètent des BMW dans mon coin les utilisent. Ils les utilisent pour ce qu'elles sont. Ils les ont pas achetées uniquement pour le côté statut social. On n'est pas sur Paris. Hein. Ensuite, toujours concernant la marque, un truc qui me dérange beaucoup, ce sont les concessions. Les concessions BMW sont problématiques dans le milieu de la moto. Moi, tous mes clients BMW ne veulent plus mettre les pieds en concession BMW pour de très très bonnes raisons. Par exemple, la plupart des concessions BMW ne réparent pas les anciennes. C'est-à-dire que si t'as une GS 1200, ils commencent à plus les prendre. Tu vois, ils prennent encore les 1250 évidemment. Ils prennent plus les GS 1200. C'est trop vieux. Alors je te parle même pas des 1100, 1150. Hein. Tu vas avec une vieille BMW, je ne citerai pas lesquelles, j'en ai plusieurs autour de moi, dans certaines concessions BMW de ma région, on te dit non, c'est trop vieux, on fait plus. Alors par contre, si ils te font une reprise, si tu viens acheter une nouvelle, tu vois, mais ils veulent plus s'emmerder à réparer, entretenir les vieilles BMW. Et pour moi, c'est contraire d'une part à l'esprit motard, qui veut que on est des passionnés, on fait pas de la distinction sur l'âge, etc. Moi, je m'occupe aussi bien du mec qui me ramène une 2024 que du mec qui me ramène une 1984. D'autre part, je trouve que ça nuit aussi à cette réputation de fiabilité des BMW parce qu'une BMW qui va continuer à être entretenue chez BMW correctement par des mécaniciens formés par BMW avec de l'expérience sur les BMW, plus que moi j'en ai, moi qui fais du multimarque, et ben elle va encore faire des bornes et des bornes et des bornes. Et donc, parce que ça reste des moteurs assez fiables hein, dans l'absolu. Et le fait qu'ils refusent de les entretenir, tu te retrouves avec des mecs qui vont faire leur entretien eux-mêmes ou qui vont les amener chez des mécaniciens qui sont pas forcément expérimentés sur les BMW, ou en tout cas sur certaines, et avec potentiellement des entretiens un peu moins faits et une fiabilité qui va être à la baisse parce que pas entretenue aussi correctement que ça pourrait l'être dans d'autres circonstances. En concession, mais ça pourrait être aussi chez un indépendant qui s'y connaît, hein, attention. Je dis pas aller entretenir en concession, sinon moi je vis plus. Hein. Mais ça me pose un gros problème, cette mentalité en concession BMW. Ensuite, je trouve chez les commerciaux BMW, en tout cas ceux que j'ai pu voir, ils sont peut-être pas tous comme ça. Chez les commerciaux BMW, le mépris du client. Et quand je dis le mépris, c'est vrai de vrai. Alors on m'a expliqué que c'était une technique commerciale qui se faisait, par exemple dans les magasins de luxe, dans les magasins de meubles un peu chers, des trucs comme ça. En fait, alors quand je dis le mépris, je te donne un exemple. Alors moi aussi j'ai subi beaucoup de mépris en allant en concession BMW. C'est autre chose, je vais en parler. C'est vraiment un truc que j'ai vu. Moi j'étais à côté, machin. Un client qui regarde les motos avec le commercial à côté et il regardait la 90 de base, tu vois. Et là, il voit, t'avais une 90 exposée avec plus d'options, avec tu vois, un peu plus préparé, une autre gamme de 90. Et le client, il dit ah mais celle-là elle est mieux, tu vois, il se dirige vers celle-là. Et là, le vendeur lui dit avec un mépris dans la voix, non mais celle-là elle est bien trop chère pour vous. Quoi ? Et en fait, on m'a expliqué, j'en ai discuté avec des gens, que c'était une méthode commerciale pour vendre. C'est-à-dire que comme la personne se sent rabaissée dans son orgueil de cadre sup ou d'entrepreneur qui gagne bien sa vie, elle veut prouver qu'elle a ce pognon et elle va payer la moto la plus chère, prendre les options les plus chères, juste pour dire, vous voyez, je l'ai ce pognon. Et je comprends que ça marche psychologiquement, parce que c'est normal, là, tu t'attaques à l'orgueil humain, etc. Je comprends que ça fonctionne. En revanche,
éthiquement parlant, je trouve que c'est à gerber. C'est un comportement qui n'est pas normal. Alors, quand t'as ce truc-là, là, genre tu vas chez Louis Vuitton sur les Champs-Élysées et que, alors je sais pas comment ça se passe chez Louis Vuitton, attention, mais t'es dans un truc de luxe et on te parle comme ça là pour utiliser cette technique commerciale, honnêtement, je m'en branle un peu. Là, on parle de moto, on est censé être entre passionnés, soit le vendeur ou l'acheteur. Alors oui, le vendeur est là pour faire du fric, c'est normal. Moi aussi, je suis là, tu vois, je répare des motos, je suis pas juste là pour être ton pote et discuter de bécane, du Dakar ou de ce que tu veux. Je suis aussi là pour gagner ma vie. Mais on reste quand même entre passionnés. Et je trouve ça absolument anormal d'utiliser une technique comme ça aussi méprisante, aussi dégueulasse et éthiquement que je trouve pas très correcte, alors qu'on est censé être entre passionnés, entre personnes bienveillantes autour de la moto, etc. Donc voilà. Et ça, ce mépris que tu ressens quand tu vas en concession BMW en tant que client, que ce soit pour acheter ou que ce soit pour faire entretenir, 100% de mes clients qui en BMW l'ont ressenti. 100%. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit non, moi tout s'est toujours bien passé en concession BMW. Pas un seul. Et des clients BMW, j'en ai quand même un paquet, tu vois, j'en ai quelques dizaines. J'en ai pas un seul au cours de toute ma carrière qui m'ait dit je n'ai eu aucun problème en concession BMW. Tous, ils ont l'impression qu'ils dérangent. Ils se sentent méprisés. On leur fait comprendre que leur moto elle est trop vieille et qu'ils sont pas intéressants en tant que clients et qu'à moins qu'ils achètent une neuve. Et même quand tu as acheté une neuve, j'ai un client qui a acheté 2 RT neuves au cours de sa vie et une K1600 GTL full équipée neuve chez BMW. Je crois que c'est lui, ou alors je confonds avec un autre client. Mais c'est un client en K1600 GTL. Mais peut-être que je confonds que c'est pas le même qui avait acheté 2 RT avant. Il y en a pour un billet, hein. K1600 GTL, tu dois être dans les 40 000 balles, un truc comme ça. C'est le prix d'une voiture, hein, c'est le prix d'une Peugeot 3008 et en option, je dis un peu au pif. Hein. Le gars lâche un billet et il y a eu un petit souci, tu vois, pour la première révision. Il y a enfin, entre le moment où il l'a acheté et la première révision, il y a déjà eu une petite couille, mais une petite couille de rien du tout, tu vois. Et bah BMW, 6 mois plus tard, ils n'avaient pas réglé le problème, tu vois. Et t'es en mode, attendez, je suis un gros client, je viens de lâcher 40 000 balles dans votre magasin, j'ai une couille, machin et tout, qui devrait être prise par service garantie et tout. Et au final, ils lui prennent la moto pour la révision des 1000, ils lui disent, ouais, on va le faire. Je sais plus ce que c'était. Et il me dit, je vais récupérer la moto, et en fait, le truc n'avait pas été fait. Et en fait, ils en avaient rien à foutre, parce que eux, une révision des 1000, ça leur rapporte pas d'argent. Donc, ils en ont rien à branler de toi. Ils en ont rien à branler du client. C'est aberrant. Donc voilà. Et ensuite, moi, en tant que professionnel, j'ai aussi subi ça. Donc, par exemple, toujours pour une K1600 GTL, tiens. K1600 GTL, vous l'avez vu en vidéo, fait 2-3 vidéos dessus, je crois. Accidenté, il y en a pour 4 500 € de pièces, je crois. 5 000 balles de pièces. BMW. Je les commande chez BMW. Je vais les chercher chez BMW. C'était trop gros pour me les envoyer. On parle de 4 500 balles, tu vois. Je viens pas t'acheter un joint de couvre-culasse et voilà. Je viens te chercher 4 500 balles de pièces neuves. Je suis un client régulier parce que j'entretiens des BMW, j'en répare. Je t'achète régulièrement des pièces, tu vois. C'est pas la première fois qu'on fait affaire ensemble. On se connaît, on s'est déjà vu, etc. Je rentre par le côté un peu atelier et tout. Je te jure, je reste planté presque 10 minutes entières devant le gars qui est derrière son PC comme ça, qui ne prend même pas la peine de lever les yeux, donc un mec que je connais, hein, de lever les yeux pour me dire bonjour, excuse-moi, je suis à toi dans 5 minutes, tu vois. Rien. Le gars, il tape au clavier pendant presque 10 minutes, je crois 7 minutes, je suis resté comme ça. Au bout d'un moment, j'ai compté, tu vois, j'étais là en mode, je vais rien dire, je vais voir combien de temps ça dure. Là, au bout d'un moment, donc un long moment, moi je suis debout devant lui, hein, j'attends. Même pas un bonjour, désolé, je m'occupe de toi. Hein. Donc au bout d'un moment, il lève la tête, il me regarde et il me dit, c'est pourquoi tu peux me dire bonjour, ça mange pas de pain? Et je lui dis, je viens chercher des pièces. C'est moi je viens chercher la commande, les 4 500 balles de pièces et tout. Ah oui, et puis c'est expédié, pas revoir, rien du tout. Donc voilà, ce mépris du client, parce que je suis un client au final, même en tant que je suis un client professionnel, mais je suis un client. Je sais pas, 4 500 balles de pièces payées cash, c'est pas assez pour eux, tu vois. Ça mérite pas un bonjour. Et c'est un truc qu'on voit dans dans beaucoup de concessions, je vais pas dire toutes, dans beaucoup de concessions BM. J'ai discuté aussi quand j'étais encore apprenti, j'ai rencontré un gars qui était un ancien concessionnaire BMW, un passionné de BMW lui, et qui m'a d'ailleurs donné énormément de documentation, c'est des vieilles BM, c'est super cool. Il m'a donné des notes qu'il a prises à la main sur des trucs qu'il n'y a pas dans la documentation technique. Bref, le gars lui-même m'a dit que quand il rentre dans une concession BMW, aujourd'hui, il a qu'une envie, c'est de sortir. Il dit c'est n'importe quoi. Et lui, c'est un passionné de BMW, hein, tu vois, et ça lui donne envie de gerber. Bref, toujours sur la marque, un truc qui va me déranger, que je n'aime pas beaucoup, que
que j'aime pas du tout chez BMW, c'est ce système d'options. Alors maintenant, ce sont plus les seuls à le faire. Même Honda s'y est mis, Ducati s'y est mis. Mais ce côté où t'achètes une moto et en fait elle est entre guillemets pas utilisable sans aucune option, je trouve ça aberrant. C'est-à-dire, vends-moi une moto et après, mets-moi un amortisseur haut de gamme en option, mets-moi du carbone en option, il n'y a pas de souci. En revanche, quand tu me vends une moto, par exemple, tu me vends un trail, c'était c'est les GS qui faisaient ça. Alors je sais plus si c'était les 12. Bref, le machin, il n'y a pas de bulle. Hors option, t'as pas de bulle, t'as pas de prise USB. Alors les poignées chauffantes, ok, c'est une option même sur un trail, mais sur une routière, par exemple, les poignées chauffantes, sur une routière moderne, ça devrait pas être en option, je suis désolé. Ça devrait être de base. C'est pas pour ce que ça coûte, ça devrait vraiment être de base. En fait, si t'achetais la BMW avec zéro option, t'avais une moto qui n'était pas ce qu'on te vendait. C'est-à-dire, on te vend une routière, sauf que là, ta routière sans option, elle a pas une grosse bulle. Bah, je suis désolé, c'est pas une bonne routière. On te vend un trail sans option, il a des roues en 17 pouces ou des jantes à bâton. Je suis désolé, c'est pas un trail. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup trop ça chez BMW. Maintenant, ce sont plus les seuls et c'est très malheureux. Mais je crois que maintenant, KTM fait pire que BMW et c'est le côté où il faut payer des abonnements pour débloquer les options électroniques. Ça, c'est à gerber. Et j'espère, je suis sûr qu'il y en a, qu'il y a des hackers qui sont capables de te niquer les sécurités pour débloquer ça pour tout le monde. Moi, je le ferai. Honnêtement, demain, on m'explique comment le faire. Les gens en KTM, venez à mon garage, je vous débloque tout pour 10 balles. Je vous débloque tout. 10 balles, juste le temps que vous me prenez. Je prends aucune marge, rien du tout dessus. Je le fais juste par principe parce que je trouve ça dégueulasse de faire des trucs pareils. Ça. Ensuite, tout ce qui est tarifs chez BMW. Alors, on a déjà parlé du prix de la moto. Là, je vais parler des tarifs quand tu as affaire à la marque en général pour les révisions, les réparations, tout ça. Le tarif horaire chez BM. Alors, je vais pas citer de concessions. Toutes les concessions n'ont pas le même tarif horaire. Chacun est libre de fixer son tarif horaire. Mais moi, quand le tarif horaire hors taxe d'une concesse, c'est 2 fois le prix de mon tarif toute taxe, je trouve que c'est abusé. Là, c'est abusé. Surtout, sachant le service qu'ils proposent, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais des révisions, parfois, il y a des trucs qu'ils font pas. Ou alors, j'ai eu ça aussi, j'ai un client qui allait chercher sa moto, et en fait, elle était pas prête. Il l'avait pas faite, tu vois. Ah non, mais on n'a pas fini tout. Bah, appelle-moi, parce que je viens de faire 1 heure de route pour aller chercher ma BM, connard, tu vois. Donc, ce genre de truc, avec en plus, tu comptes le mépris dont on a parlé, avec tout ça, je trouve que le prix, il est pas justifié. Moi, demain, imaginons dans quelques années, je suis considéré comme un spécialiste d'une marque. En tant que spécialiste, mon tarif il faut augmenter, c'est normal. Et si tu fais de la route pour venir voir le spécialiste d'un truc en particulier, etc., ou un préparateur reconnu, tu vois, ce genre de choses, bah faut pas ça. Effectivement, tu sais que tu vas payer plus cher parce que tu vas voir quelqu'un de. Mais là, non, tu vois, 120 balles hors taxe, ouais, c'était 120 balles hors taxe pour le service qui est rendu, non, je suis pas d'accord. De l'heure, c'est le tarif horaire, t'as 120 balles de l'heure. Et donc le prix des révisions et le tarif des pièces, putain, certaines pièces c'est des bouts de plastique, honnêtement. Alors c'est pas, je crois que c'est les pires BMW quand même. En termes de prix de pièces origines, je crois que ce sont les pires. Il y en a beaucoup qui disent Ducati les pièces ça coûte cher. Honnêtement, c'est loin d'être les pires Ducati. Pour moi, parmi les pires, t'as Suzuki. Suzuki, le prix des pièces. Honda, ça va généralement. Sauf, il y a un truc chez Honda, on va savoir pourquoi, je le dis, c'est les relais de démarreur. Un relais de démarreur, ça ne coûte pas entre 80 et 150 euros, Honda. Un relais de démarreur, c'est de la merde. Enfin, en termes de conception, c'est rien du tout. Ça ne coûte pas ce prix-là, un relais de démarreur. Calmez-vous. Relais de démarreur, alors, t'as les Chinois à 5 euros, mais un relais de démarreur, ça devrait coûter 30 balles, pas 150 balles. Bref, coup de gueule sur Honda, là. Je le laisserai peut-être pas dans le podcast parce que c'est pas le sujet. Suzuki, je trouve qu'ils font des pièces ultra chères. Genre, tu prends un guidon, je le vois ça quand je fais des motos accidentées. Un guidon Suzuki, c'est le double d'un guidon Ducati, tu vois. Je te parle d'une Suzuki, genre... alors, c'était quoi? Un V-Strom. Un guidon de V-Strom, c'est 2 fois le prix d'un guidon de Monster 796. Pareil, les rétroviseurs. Un rétroviseur Ducati de base sur un Monster de base, c'est pas cher, hein. Honnêtement, je sais plus, mais t'es sur des tarifs, t'es dans les 30 balles, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Alors qu'un rétroviseur chez Suze ou chez Yam, tu douilles. Donc, faut pas croire que Ducati, c'est les plus chers, là, sur les pièces. Contrairement à ce qu'on dit. Certains japonais sont beaucoup trop chers à mon goût. Et BMW est affreusement cher. Vraiment, BMW, il se touche un peu trop à mon goût. Je crois qu'on a fait le tour On a abordé la moto, pourquoi je l'aimais pas en tant que pilote. On a abordé la marque et les concessions, un truc un peu plus généraliste, pourquoi j'aimais pas ça non plus. Et maintenant, on va aborder la mécanique, le gros chapitre. Alors, petit disclaimer, la fiabilité. Quand on parle de fiabilité, les mécaniciens, j'ai envie de dire les gens en général, mais la fiabilité, c'est une question de proportionnalité. C'est-à-dire que quand je dis qu'une moto n'est pas fiable, en tout cas quand je pense qu'une moto n'est pas fiable, parce que j'ai pas forcément raison tout le temps, c'est un rapport entre, évidemment, ce que je peux entendre
entendre dans la presse moto, venant d'essayeurs ou d'autres professionnels de la moto, et ce que moi je vois à l'atelier. C'est-à-dire que une moto que je vais voir régulièrement à l'atelier pour plus ou moins les mêmes problèmes, je vais la considérer comme pas fiable. Alors qu'une moto que je vois que pour des entretiens et que je vois jamais pour des problèmes, je la considère comme fiable. Faut mettre ça en rapport avec le nombre de motos vendues. Forcément, des Voxan, si tu utilises ces paramètres, les Voxan c'est super fiable. J'en ai eu qu'une seule fois. Enfin, en fait, j'en ai 2 du même client que je vois régulièrement, mais voilà, des Voxan en panne, j'en ai pas tous les jours dans mon garage. Pour autant, c'est pas fiable du tout une Voxan. Alors qu'une BMW, c'est 1000 fois plus fiable qu'une Voxan, mais j'en ai beaucoup plus à atelier. Pourquoi ? Parce que ça se vend beaucoup plus. Donc il y a ce rapport de proportionnalité. Les BMW, ça se vend très très bien, donc on va en voir beaucoup à l'atelier. Mais tu vois, des Suzuki, ça se vend très très bien, et pourtant des Suzuki, j'en ai jamais à l'atelier. Quasiment jamais. Enfin, pour des entretiens, machin, mais j'en ai pas. Suzuki, moi, si je prends que mes chiffres de mon atelier à moi, c'est les motos les plus fiables. Vraiment. Bon, c'est pas les motos que j'aime le plus, loin de là. Mais je dois leur reconnaître ça. Moi, les Suzuki, elles viennent quasiment jamais pour des pannes chez moi. Elles viennent que pour des entretiens. Des des GSF, là, des GSR, là, ce genre de trucs que je trouve à la fois moches et chiants, ils sont jamais en panne, ces meules. Donc, alors que les BMW, et par rapport au volume vendu, si je veux essayer de comparer des volumes relativement comparables, tu vois, je vais prendre par exemple la Bandit, même si elle est un peu datée, la SV 650, qui est un peu moins daté que la Bandit quand même, par rapport à une GS, donc la GS, des GS, t'en as à bloc de partout, et bon, les Bandits ça commence à se faire vieux, donc tu commences à avoir des pannes, mais les SV, à part le problème sur le puits de bougie avant, la SV, pourtant c'est vendu comme des petits pains, il y en a beaucoup en circulation, c'est une auto qui est très prisée, qui est pas chère, qui est fiable, etc. Et pourtant elles sont pas en panne généralement les SV. Donc voilà, ça c'est pour que vous compreniez ce que moi j'entends quand je parle de fiabilité, et pourquoi je considère que BMW n'est pas fiable. Parce que voilà, j'en vois beaucoup, ça c'est normal, proportionnellement parlant, mais j'en vois tellement, déjà elles sont toutes une panne. J'ai jamais une BMW qui est venue, enfin quasiment jamais, juste pour un entretien, et j'ai pas découvert une panne où il y avait pas une petite panne à côté. Il y a toujours un truc qui couille. En plus de ça, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc c'est pas, pas de bol, le joint de culasse a lâché, tu vois, etc. C'est vraiment toujours les mêmes problèmes, on les connaît, hein. Sur internet, sur les forums BMW, les mecs ont tous les mêmes couilles. Donc voilà. Pourquoi est-ce que BMW, c'est pas une marque fiable? En plus de ça, c'est la marque dans le milieu moto qui fait le plus de rappels. C'est vraiment, c'est la marque qui a le plus de rappels. Les campagnes de rappels, BMW, c'est absurde, quoi. Ils sortent une BM, après pendant un an, t'as 3 rappels, et sur les 10 ans qui suivent, t'as encore 5-6 rappels, quoi. C'est hallucinant. C'est la marque qui fait le plus de campagnes de rappels. Donc, ils sortent pas des motos abouties. Alors, on va y revenir, on va aborder le sujet de la 1300 GS vite fait. Voilà, ils sortent des motos, avoir un rappel, ça arrive à tout le monde. En avoir systématiquement plusieurs sur toutes les motos, moi, je considère qu'il y a un problème dans le process de conception. Pour moi, c'est pas normal. Alors, tu vas me dire, dans d'autres domaines, ça se fait beaucoup maintenant. Par exemple, dans le jeu vidéo, tu prends Cyberpunk 2077, c'est sorti, c'était une daube. Voilà. Il fonctionne comme ça. Alors, j'espère que, et à tous les jeux, maintenant, quasiment tous les jeux vidéo, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on te sort des trucs pas finis et on te les patch petit à petit. Là, on parle pas d'un jeu vidéo que, avec une bonne connexion, t'auras updaté rapidement. On parle d'une bécane avec des problèmes qui peuvent te foutre au tapis, voire te tuer. Et puis, c'est pas les mêmes tarots, quoi. Même un très bon jeu vidéo, c'est 70 balles. Une BMW, c'est entre 20 000 et 40 000, donc c'est pas normal. Je trouve que c'est vraiment pas normal. Je vais aborder plusieurs points après comme ça. Un truc qui est très chiant en tant que mécanicien et qui me fait péter un câble, c'est la dock technique. Accéder à la dock technique BMW est incroyablement compliqué. Sur les très vieilles, on arrive à trouver quelques trucs. Moi, j'ai eu la chance avec un ancien concessionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure de récupérer des vieux documents, mais même pas des dock techniques complètes, quoi. Je passe un message. Si vous avez de la documentation technique BMW en PDF ou même en papier, vous me l'envoyez, je vous paye les frais de port, je la scanne, je vous la renvoie tout à mes frais. Vraiment, la doc technique BMW, ils ne la fournissent pas, même aux professionnels, je parle, tu vois. Je suis professionnel, moi, quand j'ai un truc à faire sur une Ducati récente, où j'ai pas la doc technique sur les très récentes, j'appelle Ducati, non, en vrai, j'envoie un mail, je lui dis, tiens, j'ai ça à faire, est-ce que tu peux m'envoyer, et le gars m'envoie des captures d'écran, parce que maintenant c'est sur logiciel, tu vois, il m'envoie des captures d'écran du logiciel officiel Ducati, avec toute la procédure, et j'ai tout en bonne qualité, les références des outils spéciaux s'il y en a, enfin tu vois, vraiment, ils sont coopératifs. Chez Honda c'est pareil, chez Yamaha pareil, enfin tu vois, les autres marques sont très coopératifs. MV Agusta, MV Agusta, la doc technique est ultra facile d'accès. MV Agusta, si jamais sur un modèle ultra récent, j'appelle MV Agusta, ils m'envoient direct la doc technique, ils se font pas chier, tu vois. BMW, ils ont cadenassé le truc, même en interne, c'est ultra compliqué de la voler, entre guillemets. C'est ultra compliqué tu vois, on connaît tous en tant que professionnel des mécanos chez d'autres marques. Et généralement, qui sont là pour te filer la petite doc technique. Techniquement, ce sont des documents sous droit d'auteur
moteurs, tu peux pas les partager comme ça. Voilà, on sait que ça se fait, heureusement que ça se fait, parce que sinon, vu que BMW veut pas réparer les vieilles BMW, et si on n'a pas de doc technique, on fait comment? Là, littéralement, la doc technique d'une GS 1250, moi j'ai rien sur les 1250, hein. Je fais en fonction de mon expérience, de ce qu'on m'a appris par le bouche à oreille, et de ce qui n'a pas trop changé depuis les 1100 et 1200. Mais une GS 1250, je n'ai aucune doc technique, j'ai rien, j'ai pas un papier. C'est ultra cadenassé, ils font... Et ça, c'est une mentalité de merde. Alors, on revient à ce que j'ai dit dans le chapitre précédent, la mentalité de BMW, et ben ça se confirme aussi au milieu mécanique, c'est une mentalité de merde. C'est-à-dire le fait de refermer tout le truc, surtout quand toi-même, derrière, ta marque n'assure pas le service, je suis désolé, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Donc voilà, moi, ça me pète les roustons, et j'invite tous ceux qui ont de la doc technique BMW ou qui connaissent des gens qui pourraient en avoir à me contacter, n'hésitez pas. Moi, ça servira à d'autres mécaniciens et ça servira à plein de motards qui ont des motos à réparer, voilà, et qui roulent en BMW malgré que j'aime pas ça. Donc voilà, documentation technique. Ensuite, t'as le côté, voilà, pour revenir sur la fiabilité, un truc qui me saoule un peu, que j'aurais pu peut-être plutôt mettre dans le chapitre précédent d'ailleurs sur l'aspect de la marque, c'est cette fausse fiabilité allemande. Genre, c'est allemand, c'est solide. Le slogan, je crois que c'était Volkswagen, Deutsche Qualität, là. Il y a plein de gens qui disent « Ah, j'achète une BMW parce que au moins c'est solide. » Alors peut-être en bagnole, j'en sais rien, mais en moto, c'est pas le cas. Comme je l'ai dit, ça fait partie des motos les moins fiables qui existent dans la grande production, à mon sens, et au sens des chiffres, hein. C'est pas moi qui le dis, quand tu regardes, t'as un chiffre, c'est un rapport, je sais pas s'il est annuel ou quoi, je suis tombé dessus une fois, il était pas tout jeune, hein, genre il datait de 4-5 ans peut-être déjà. En fait, ce sont des chiffres des motos qui sont allées en réparation, donc c'est des chiffres qui viennent des assurances et des concessions. Mais ça prend pas en compte, par exemple, le mec qui a eu une petite panne qu'il a réparé chez lui ou chez un indépendant ou ce genre de truc, ou si la moto a pas été remorquée. Voilà. Ce sont des chiffres qui sont pas complets, mais c'est BMW la moto qui est la moins fiable du tas, quoi. Voilà. C'est BMW. Et en fait, cette fausse qualité allemande, ça m'énerve, voilà. Ça m'énerve qu'on y croit, ça m'énerve que les concessionnaires jouent là-dessus, ça m'énerve que ceux qui roulent en BMW disent ouais, moi j'ai acheté une BMW parce que c'est fiable. Non, arrêtez. Dans l'absolu, c'est pas fiable. Alors, d'ailleurs, c'est mon point suivant, tu vois, dans ma liste. Le moteur. Alors, tout n'est pas fiable chez BMW. Tout n'est pas fiable. Je disais tout à l'heure que j'aime bien le moteur flat twin en termes de sensation. Et il se trouve que ce moteur, en plus de ça, il est fiable. En vrai, le flat twin, alors le 1300, je le connais pas encore. Et on n'a pas de recul, de toute façon. 1100, 1150, 1200, 1250, le flat est ultra fiable. Rien à dire. Le machin est indestructible. C'est comment dire, c'est une conception qui a quasiment 100 ans et qui a juste été améliorée en bien. Donc, avec ses défauts, c'est-à-dire que c'est un moteur qui est incroyablement lourd par rapport aux performances qu'il offre, etc. Mais c'est un moteur qui est fiable. Honnêtement, des vrais pannes moteur sur ce type sur les flats, ça existe, hein. Il n'y a pas de moteur parfait, mais ça reste assez rare, hein. Ce sont des moteurs très fiables. Qu'est-ce qui n'est pas fiable chez BMW? C'est ce qui est autour, en particulier l'électronique. L'électronique est désastreuse chez BMW, vraiment. L'électronique et la partie cycle dans une certaine mesure. L'électronique chez BMW, c'est du grand n'importe quoi. Il y a rien qui va. Mais rien qui va. Alors, moi, on m'a dit, à vérifier, j'ai pas trouvé de source qui me confirme, qu'en fait, les éléments électroniques que tu as dans les motos BMW sont des éléments électroniques que tu as dans les bagnoles BMW. Alors, soit directement comme ça, effectivement, j'ai pu voir qu'il y avait des relais, par exemple, qui étaient les mêmes. Après, un relais électrique, c'est un relais électrique, tu me diras, mais vous allez comprendre la différence. Soit, en fait, que c'était des pièces qui venaient de l'automobile et qui avaient été légèrement modifiées, par exemple, en termes de taille ou de puissance, pour être mises sur des motos. Mais ce sont pas des pièces qui ont été conçues à l'origine pour la moto. Et là où ça pose un gros problème, c'est qu'une moto, ça vibre pas comme une voiture. Et les vibrations, les accélérations, les chocs, les machins auxquels sont soumis une moto n'ont rien à voir avec ce que subit une voiture, qui en plus une voiture, voilà, c'est 99,9% des voitures, elles font du 50 en ville, elles font du 130 sur l'autoroute, elles font pas d'arsouille, elles font pas de drift, elles font pas de tout terrain, rien du tout. Donc les pièces sont pas soumises aux mêmes contraintes. Et le fait de mettre des pièces qui viennent de l'automobile sur une moto, ça va forcément couiller un moment. Que ce soit l'électronique, parce que le système est pas adapté. Par exemple, la chauffe aussi. Je parlais de vibration, mais la chauffe. Sur une voiture, t'as la place, tu peux mettre des éléments un peu sensibles. Tu les colles pas au moteur, forcément. Et sur une moto, tout est construit autour du moteur. Donc, tout est un peu collé au moteur. Et si c'est pas collé au moteur, c'est pas beaucoup au-dessus. Et tu vois, l'air circule mal, etc. C'est normal. Hein. Une moto, t'es à la recherche. Tu vois, le moindre centimètre cube, il est employé, quoi. Donc, il faut des éléments qui soient aptes à supporter ces contraintes qui ne sont pas les mêmes que dans l'automobile. Et ça, BMW, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas vraiment compris, parce que leur électronique, c'est ridicule. En termes de conception, c'est ridicule. Donc, chaque fois que je démonte une BMW, que ce soit en termes de positionnement, les éléments,
dedans. Bref. Donc, moteur flat twin fiable, électronique à chier, vraiment à chier, il n'y a rien à sauver. Partie cycle, il y a des problèmes, pas tout, mais il y a des problèmes. Et les autres moteurs, voilà, c'est là que je voulais en venir. Les autres moteurs, chez BMW, tu vas avoir les bicylindres parallèles qui sont assez fiables. Ils sont chiants comme la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ils sont fiables. Honnêtement, il n'y a pas de souci. En revanche, les 4 cylindres en ligne sont désastreux. Vraiment, tout ce qui est M1000, S1000 et compagnie. Et même, c'était quoi? La K1200, je crois que c'était K1200 qu'ils avaient fait. Ils l'ont laissé que 2 ans au catalogue, 1 an et demi en vrai. 1 an et demi au catalogue. Le moteur a tellement explosé dans tous les sens, il y a eu tellement de retours en garantie et tout. Ils ont sorti le moteur du catalogue, ils ne l'ont plus jamais remis. C'est un 4 cylindres en ligne de 1200 cm3 ou 1250, 1200 je crois. J'en ai une dans ma clientèle qui n'a jamais eu de panne. Voilà, on parle toujours de proportionnalité. Mais ça, c'est une moto qui proportionnellement était tellement désastreuse que même BMW a préféré la retirer de la vente que de continuer à en faire. Les 4 cylindres sportifs de BMW c'est vraiment, il y a à la fois des pannes électroniques et à la fois des pannes moteurs. Alors, je parle pas des vieux moteurs K75, là le 3 cylindres K75 ou le 4 cylindres 400, je parle pas de ça. Là, je parle de trucs un peu plus actuels quand même. On va dire les plus vieux dont je parle, c'est le 1100, le flat 1100, voilà. Et tout ce qu'il y a depuis. Voilà. Les moteurs sportifs chez BMW sont désastreux. Le 6 cylindres est fiable, hein. Le 6 cylindres en ligne de la K1600, il est fiable. Après, c'est un moteur qui est pas utilisé en fait. C'est pas un moteur que tu cravaches, il est énorme, c'est comme un moteur de Goldwing. Justement, le fait qu'il soit absolument surdimensionné fait qu'il va pas s'user, etc. Il y a des problèmes sur la K1600, mais pas de moteur à ma connaissance, pas trop en tout cas, sauf quand l'entretien est mal fait. Mais c'est très facile de mal faire l'entretien sur ce moteur, c'est ça le problème. Donc quand il y a des problèmes moteurs, généralement ils résultent plus d'un problème d'entretien par des indépendants qui ne connaissent pas le moteur que par vraiment un défaut du moteur. Alors que les autres 4 cylindres en ligne chez BMW, c'est de la merde parce que c'est de la merde. C'est des moteurs qui sont beaucoup trop sportifs, ils sont mal configurés, et vu que l'électronique est désastreuse à côté, c'est les mecs j'aime beaucoup les gars qui roulent en S1000RR et qui crachent sur Ducati en fait, parce que des Panigale V4 ou même V2 qui ont dépassé les 100 000, ça existe. Il y en a pas mal en fait, et qui ont dépassé les 50 000, il y en a pléthore. Alors que des S1000RR, juste qui atteignent les 30 000, déjà t'es content, qui dépassent les 50 000, mon gars, tu les comptes sur les doigts d'une main par département. Hein. J'exagère évidemment, mais S1000RR, c'est un truc, c'est fragile as fuck. Hein. Généralement à 30 000, tu changes de moteur, t'es obligé de changer de moteur ou tu revends pour pièce. Hein. Alors que à performance égale, quasiment égale, tu vois, parce que je crois que c'est un poil plus performant la BMW. Performance égale, une Panigale entretenue correctement. Je te parle de S1000RR entretenue correctement, attention. Hein. Et donc une Ducati entretenue correctement, Panigale, fait 50 000 bornes sans problème. Tu atteins les 100 000 pour ceux qui sont des très gros rouleurs en sportif, etc. Donc voilà, pour résumer ce que je viens de dire. Flat twin, fiable. Les petits bicylindres en ligne les 850-900, fiables. Les 4 cylindres en ligne, pas fiables du tout. Et en plus, les versions sportives, zéro fiabilité. Électronique, zéro fiabilité sur toutes les motos. Et partie cycle, il y a des soucis, on va y revenir un peu. Donc dans les trucs qui posent problème maintenant, vraiment techniquement, dans l'électronique, c'est que BMW, ces motos, elles ont un système électrique multiplexé. Ça se comprend, c'est une évolution. Toutes les voitures sont multiplexées, par exemple, ce qui pose d'ailleurs certains problèmes parfois. Sur une moto, le multiplexé, alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le multiplexé pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est une manière de... non, ça va être trop compliqué à expliquer de manière pédagogique et simple. Mais le multiplexé sur une grosse moto, effectivement, comme une BMW qui est bourrée d'électronique, il y a une raison de le faire. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que les contraintes physiques auxquelles sont soumises une moto, un faisceau multiplexé un peu trop fin, ça les supporte mal. Voilà. C'est trop sensible par rapport à juste un gros câble, sur une bonne vieille Honda 500, un gros câble et 2 cosses, par rapport à, tu vois, un faisceau multiplexé, il y en a un des deux qui va crever longtemps avant l'autre. Donc voilà, le multiplexé, ça pose des problèmes. Après, dans les problèmes électroniques que tu as très très couramment chez BMW, tu as les systèmes ESA qui sont moyennement fiables. Les poignées chauffantes, voilà, c'est con, hein, mais bon, t'achètes une moto à 30 000 balles et les poignées chauffantes, au bout de 5 000 bornes, elles marchent plus, tu vois, ça fait chier. Tu vois, ce genre de truc, ça fout un peu les boules. Je vous donne une anecdote, tiens, vite fait. C'est un copain à moi qui était mécano professionnel, bon, il est à la retraite. Le gars était mécano sur le Dakar et tout, donc tu vois, c'est pas un petit mécano, tu vois. Tous les ans, il allait se faire une semaine au Maroc avec sa vieille XT600. Et un jour, il m'appelle, il fait putain, Pingouin, écoute, je me suis acheté la GS 1200 et tout. À l'époque, c'était vraiment la moto, machin. J'ai acheté la GS 1200. Cette année, je me fais le Maroc avec. Il est parti, il est tombé en rade au milieu du désert. Il a jamais réussi à la redémarrer, tu vois. Un
c'est un professionnel. Bon, après, il est pas parti avec une valise et tout non plus, tu vois. J'ai jamais réussi à redémarrer la moto. Et bon, il était pas perdu dans le désert, il était pas loin d'un axe, on l'a remorqué, etc. Il est rentré en France et la moto a été ramenée par bateau et tout, par son assurance. Ou je sais plus. Quand elle a été examinée par BMW, tu sais ce que c'était le problème? C'était le capteur de pression d'un pneu qui déconnait et qui envoyait des signaux électriques sur le faisceau et qui faisait déconner tout le bordel en fait. Et voilà. Pour un capteur de pression de pneu, le gars, ça lui a pourri ses vacances, etc. etc. Donc voilà. Dans les autres pannes électroniques électroniques/électriques très courantes que tu as chez BMW, t'as la jauge à essence. C'est les 1200 et 1250, je crois, qui ont cette jauge à essence avec des fibres de carbone. T'as un flotteur, c'était trop cher, tu vois. C'était trop facile, en fait, un flotteur. Ils se sont dit, non, on veut faire du compliqué. On va créer une jauge à essence avec une technologie qui fonctionne, hein, c'est bien. Dans un laboratoire, ça fonctionne bien. Par contre, sur une moto qui roule, qui vibre, qui chauffe, qui prend des chocs pour la version GS, machin et tout, pour ceux qui font du tout-terrain avec, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Donc, ils ont fait un système, je vais pas rentrer dans les détails non plus, innovant, qui coûte une couille. Je crois que c'est 300 balles la jauge à essence et qui fonctionne pas bien et pas longtemps. Voilà. Enfin, si, ça fonctionne bien, mais pas longtemps, quoi. Voilà. La jauge à essence, t'as les amortisseurs sur les GS et sur les RT. Moi, je trouve qu'ils s'usent beaucoup trop vite. Alors, c'est le poids de la moto qui joue, peut-être aussi la qualité de l'amortisseur, que vraiment, la grande majorité de mes clients qui roulent avec des RT, en fait, leurs amortisseurs sont éclatés. Ils s'en rendent pas compte parce que ça arrivait progressivement, tu vois. Mais en fait, les amortisseurs sont éclatés en termes de tenue de route quand tu commences à rouler un peu sportivement et que tu as l'expérience pour sentir une partie cycle. Les amortisseurs sont éclatés. C'est juste que mes clients, ils utilisent la moto pour aller se balader ou faire de l'autoroute pour une RT, tu vois. Donc, c'est pas grave. Un amortisseur rincé, c'est pas dramatique. Mais en vrai, techniquement, ils sont rincés. Sur les GS, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup monté 2MC sur les GS. Les mecs, ils en revenaient pas, tu vois. Et surtout, la durée de vie. Puis un EMC, c'est reconditionnable aussi, etc. Donc, je trouve que les amortisseurs on parlait des problèmes de la partie. Moi, je trouve que les amortisseurs sont un peu au rabais sur les BMW. Vraiment, je suis très avant et arrière, hein, je parle. Avant et arrière. Pour le système télélever. Je trouve qu'ils sont vraiment au rabais par rapport aux autres marques, ce que proposent les autres marques. T'as tout ce qui est les problèmes de pièces mal placées. Donc, c'est à cause de la chauffe, etc. Mais pour un mécanicien, quand tu dois, pour aller chercher une pièce qui sur 90% des motos, elle est relativement accessible, ça te prend 15 minutes. Sur une BMW, ça te prend 1 heure et tu t'éclates les doigts à aller la chercher au fond d'un trou, je sais pas quoi. Je vais pas trop citer d'exemples précis parce qu'il y en a plein. Je pense au câble de gaz, le dédoubleur du câble des gaz qui est sous un bloc batterie ABS. Je crois que c'est sur les 1100, 1150. C'est des petits trucs comme ça. C'est fatigant en fait quand t'es mécanicien de te dire qu'il n'y a pas un ingénieur qui s'est dit la réparabilité, ça pourrait être plus facile si je fais ça. Parce que c'est pas des trucs genre, il y a une contrainte technique qui fait que t'as pas le choix. Non, c'est des trucs, j'en ai déjà gueulé là-dessus dans des vidéos. Je prends un stagiaire, là, demain je prends un stagiaire en CAP, je lui montre le problème, en 5 minutes il m'a trouvé une solution. Alors peut-être que la solution sera plus coûteuse, peut-être que la solution elle entraînera d'autres problèmes, tu vois, qu'il faudra aussi résoudre en termes de placement d'éléments sur la moto, mais il y a vraiment, des solutions qui peuvent être trouvées, vraiment. Et je suis pas le seul à le dire, hein. Je suis pas le seul à le dire. Là-dessus, BMW, ils sont vraiment à chier. Là où d'autres marques, par exemple, tu vois, Ducati, c'est pas les seuls, mais Ducati, c'est pensé par des mécaniciens, tu vois. Clairement, il y a des trucs, alors sur les toutes nouvelles, un peu moins, hein, Ducati, n'est-ce pas? Mais sur la génération 90, 2000, 2010, vraiment, tu sais, il y a des petits trucs, tu fais, oh putain, mais c'est ultra pratique, c'est ultra simple, c'est ultra machin, tu vois. Vraiment, il y a des trucs très très bien pensés. Pas que Ducati, mais Ducati est très très bon là-dedans. Dans les motos en tout cas, moins bien pensées pour les mécaniciens, il y a aussi d'autres marques, hein. Mais vraiment, BMW, t'as l'impression que tout a été pensé pour faire chier les mécanos, quoi. À un moment, putain, merde. Bref, l'ABS, tiens. L'ABS des BMW. L'ABS des BMW, c'est la pire chose de l'univers. Et alors, il y a un truc qui me fait rigoler, je vais rétablir une vérité. Des gens disent, ouais, mais BMW, ouais, les ABS sont pas fiables, mais c'était les premiers à l'avoir mis quand même, hein, l'ABS. Et c'est vrai, BMW, c'était les premiers, je crois que c'était sur une K100, sont les premiers à avoir mis un ABS de série sur une moto. C'était dans les années 80, ça devait être genre un truc 85, tu vois. Ils ont mis un ABS, au bout d'un an, l'ABS, il était mort. Un an après, tu as Yamaha qui sort sa première moto avec ABS, c'était une FJ 1200, donc une grosse Sport GT très haut de gamme pour l'époque, 120 chevaux pour l'époque, c'est assez énorme aussi. Aucune électronique, hein, moto à carbu, j'en ai une ici d'ailleurs.
mais pas la version ABS. Les ABS de ces FJ de l'époque fonctionnent toujours aujourd'hui, hein. Aucun souci. Les ABS fonctionnent toujours. Les ABS, ils ont donc ils ont quasiment 40 ans, ils fonctionnent toujours. Alors que les ABS BMW aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir, tu vois. La conception, quand tu sais à quoi ça ressemble un ABS, la conception n'a rien à voir en vrai. Vraiment, la conception des ABS BMW, c'est des ABS de bagnole. Les machins, les blocs comme ça, sont énormes, ils pèsent un âne mort, et en fait, ils sont pareils, ils sont pas adaptés aux conditions de température que subissent les éléments d'une moto, aux vibrations, etc. Donc voilà, BMW ne sait pas faire des ABS. C'était peut-être les premiers à l'en faire, mais BMW ne sait pas faire des ABS. Ils sont désastreux. Alors je vous le dis, si vous avez une BMW, la technique pour limiter le problème, c'est de faire une purge complète de l'ABS tous les ans. Tous les ans, vous faites faire par votre mécano, vidange liquide de frein avec purge ABS complet. Tous les ans. Peut-être un peu de soupe, parce que c'est un peu long sur certains modèles à faire. C'est le meilleur moyen de faire tenir ton ABS sur le long terme. Voilà. Mais les ABS BMW, c'est à chier. Alors après, t'as voilà, les défauts, j'en ai déjà parlé, hein. Les défauts de conception, les débilités de conception, comme le filtre à huile enfoncé dans le moteur. Ce qui fait que s'il est un peu bloqué, t'as aucune prise pour l'enlever, c'est chiant, c'est fatigant. Ça se solutionne facilement, etc. Mais c'est des petits détails, tu sais, quand t'as ça toute la journée, au bout d'un moment, t'en as marre, tu sais. T'as envie de pouvoir bosser, t'as pas envie de te prendre la tête à régler des problèmes de conception que des mecs qui sont payés 10 fois ton salaire ont pas su éviter, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ouais, il y a eu le cardan lubrifié à vie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour savoir que des pièces de métal qui frottent les unes sur les autres, si tu viens pas graisser ça de temps en temps, nettoyer, graisser, va y avoir une couille. BMW, ils ont dit non, ça passe. Ils ont fait un cardan lubrifié à vie. Voilà. Évidemment, ça a cassé au bout d'un moment, et puis voilà. Pourquoi ? Parce que des pièces en métal, des engrenages, ça se nettoie, ça s'entretient, faut changer l'huile, faut changer la graisse, etc., etc. Alors ça, c'est pas un défaut, et c'est un truc, enfin c'est pas un défaut, c'est pas un défaut de mécanique, et c'est un truc que j'aurais dû mettre d'ailleurs dans le chapitre précédent. C'est un truc qui m'a choqué. Une 90, j'ai un client qui me dit, ah putain, j'ai acheté la toute nouvelle 90, toute neuve et tout machin. Donc il débarque avec sa nouvelle moto là, et donc 90, des options, je sais pas, pour 20 000 balles, tu vois. Les jantes à rayon sont à chambre à air. En 2000, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, 2022, une moto qui se veut haut de gamme, qui coûte une couille, a des jantes à rayon pas tangentielles et donc avec une chambre à air. Je trouve ça ahurissant. C'est pas les seuls, hein. J'étais le premier à gueuler sur Honda parce que leur Africa Twin a été pareil, tu vois. Quand tu vois le prix de l'Africa Twin 2016 quand elle est sortie, si vous voulez déjà haut de gamme, c'est pas normal et qui n'a fait qu'augmenter avec les années. C'est pas normal d'avoir une chambre à air. La chambre à air, c'est une technologie dépassée, c'est fini la chambre à air. La chambre à air, ça a une raison d'être à l'heure actuelle que sur des motocross, des motos d'enduro, tu vois, des trucs particuliers. Et encore enduro, et peut-être ils sont en bib plutôt, tu vois. Mais la chambre à air sur une moto qui fait de la route, ça n'a plus de raison d'être. Si elle est à jante à bâton, elle est tubeless de toute façon. Si elle est à jante à rayon, aujourd'hui on maîtrise parfaitement le rayon tangentiel. Ça coûte un poil plus cher en conception. Et encore, j'ai envie de te dire, une XT600, c'est un Vestrom 650 XT, donc la version avec jante à rayon, des années 2010, moto qui ne valait pas cher en neuf, ça valait, je sais pas, 6000 balles. En occasion, non, peut-être un peu plus que 6000 en neuve, mais c'est une moto pas chère, surtout quand tu la compares à une BMW, ça valait un tiers du prix d'une 90, je te parle, ou d'une Africa Twin, tu vois. Donc la Vestrom 650 est à rayon tangentiel tubeless. Voilà. Donc niquez vos races. Tous les constructeurs qui font encore aujourd'hui des motos à rayon, des motos vocation routière, parce qu'une GS c'est à vocation à faire plus de la route que tout terrain. Ce type de moto là avec des rayons pas tangentiels. Alors là, attention, la GS a des rayons tangentiels, hein. C'est la 90 dont je parle qui ne les a pas. Mais niquez vos races les constructeurs qui font ça. Franchement, surtout sur des motos à 20 000, comme l'Africa Twin. Donc vous voyez, je crache aussi pas que sur BM. Non, sur un trail c'est pas normal. Je suis désolé. Aujourd'hui, sur un vieux trail c'est machin. Aujourd'hui, un trail moderne, t'as pas de raison d'avoir. C'est pas normal de pas proposer cette évolution de la technologie moto sur une moto qui se veut haut de gamme et qui coûte une fortune. C'est pas normal. Là, par contre, eux, ils économisent de la thune. Mais je trouve que c'est pas normal, tout simplement. J'avais prévu de parler tout à la fin des sportives qui sont ultra efficaces. Alors c'est vrai que les sportives BMW sont très très efficaces. Sur circuit, même sur route ouverte, on va pas se mentir, elles sont incroyables. Le moteur, il est même pas trop compliqué à exploiter. Ultra linéaire, ça freine. Les suspensions
suspensions d'origine, elles sont incroyables sur une S1000RR ou tout ça. Même sur les Roadster S1000R. Le châssis, il est très bon. Ce sont des très bonnes motos, très efficaces. Mais c'est le moteur qui est pas fiable. J'en ai déjà parlé. J'avais prévu d'en parler de ta femme, mais c'est vrai que je me suis lancé sur les moteurs tout à l'heure. Voilà, les moteurs sont pas fiables. Vraiment pas du tout. Et je vais finir sur le point rigolo. Mais en vrai, tu vois, je dis ça, mais je l'ai déjà abordé quand je disais que les motos étaient pas finies. En fait, je voulais parler de la 1300 GS qui, à peine sortie, a été rappelée parce qu'elle prenait feu. Toute seule, hein, comme ça. Pff. T'as des gens qui sont réveillés, enfin qui ont été réveillés parce que leur garage était en train de flamber, tu vois. C'était la moto qui avait pris feu. Et il y en a pas eu une ou deux, tu vois. Il y en a eu plein. Et ils ont rapidement, heureusement, trouvé. Je crois que c'était une semaine après la sortie de la 1300. Ils ont rapidement trouvé le problème. Et donc ils ont tout rappelé. C'est-à-dire la moto venait de sortir et elle a été toute rappelée. Et le problème, c'était un relais de démarreur qui prenait feu tout seul. Un relais de démarreur, c'est une pièce qui n'a pas évolué en termes de conception depuis. Tu vois, je réfléchis sur les vieilles motos que j'ai là. Je crois que la plus vieille que j'ai, que je connais bien là, elle est de 1986, elle est plus vieille que moi. Hein. Le relais de démarreur, je pourrais le mettre sur une multistrada toute V4S, tu vois. C'est la même chose. C'est un relais de démarreur. T'as une cosse, un fusible, 2 grosses cosses pour le courant. C'est ultra basique. Et eux, ils ont réussi à te foirer un truc aussi simple. Alors, ça peut arriver. Un problème dans le process de fabrication, tu vois, à l'usine ou un truc comme ça, il y a une couille. Sauf que t'es pas censé sortir ta moto comme ça. C'est-à-dire que c'est un problème que t'es censé identifier en faisant des essais avant. Et pas dire, ah ça y est, elle sort de l'usine, on la vend, il nous faut des thunes et tout machin. Non. Tu fais faire plusieurs séries de ta moto, tu les testes dans plusieurs conditions et après, une fois que tout ça c'est validé, parce que s'ils avaient fait ce genre de process, ils auraient découvert le fait qu'elle pouvait prendre feu toute seule avant de les mettre en vente. Honda, j'avais vu un documentaire sur les usines Honda et des départements R&D, tout ça machin, Honda, donc la conception des motos Honda, les process ils sont ouf, tu vois. Les motos, avant de vraiment valider la sortie en boutique, et genre les mecs ils font 100 000 bornes avec, j'exagère, mais avec 50 motos. Enfin, vraiment, ils les essayent à mort, etc. Et je pense, me tromper, mais qu'un problème comme celui-là peut arriver à absolument tout le monde. C'est-à-dire d'avoir un composant qui a été mal conçu, mal fabriqué. On sait pas d'où vient, enfin, je sais pas d'où vient le problème. Mais je pense qu'avec un process comme celui de Honda, il aurait été identifié avant la mise en vente. Alors que BMW, ils sont tellement en mode, allez, c'est pas grave, au pire, on fera, de toute façon, on va faire des campagnes de rappel, on le sait. Cyberpunk 2077, allez, c'est des patchs. Le problème, c'est que là, donc on est habitué aux campagnes de rappel BMW, il y en a systématiquement. Le problème, c'est que là, il y a eu des risques. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais il y aurait pu en avoir très très facilement là. Là, vraiment, il n'y a pas eu de bol du tout. Il y a eu beaucoup de chance. Et le problème était grave. Une moto qui brûle toute seule, c'est grave. On parle pas d'un cardan qui casse, même sur la route, faire un accident de temps en temps. On parle d'une moto qui brûle et donc qui peut cramer une maison, un immeuble, une forêt, avec les habitants qu'il y a dedans, donc cramer des gosses dans un immeuble, etc. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Il y a un problème dans le process. Mais BM, ils le savent, hein, parce que c'est pas moi qui le reproche, hein, je suis pas le seul, c'est tout le monde. Hein, c'était un peu une sorte de scandale, hein, d'ailleurs, quand il y a eu ce truc de la 1300 qui prenait feu. Toute la presse moto en a parlé en long, en large et en travers. Mais BM s'en bat les couilles et BM ne changera rien. Donc j'ai abordé tous les points de ma petite liste. Donc ouais, ça prenait un petit peu plus. Bon, j'ai un peu traîné en longueur, hein, je suis bavard. Ça va être très chiant à monter. Moi derrière, il faut que je monte tout l'audio. Je vais couper des bouts, je traîne un peu en longueur ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà. Et pour conclure, c'est pour ça que je n'aime pas BMW. Et je pense que je vous ai donné largement assez d'arguments pour que vous aussi, vous pouviez me rejoindre et détester à votre tour BMW.